Bien le bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Bio 5070, la génétique et ses applications. Aujourd'hui, dernier chapitre, donc le dossier 5 qui porte sur le génie génétique. L'évolution du génie génétique nous permet maintenant d'identifier certaines séquences d'ADN et ça peut être vraiment utile dans différents domaines. Par exemple, on peut déceler très tôt des maladies génétiques. On peut aussi déterminer une empreinte génétique, que ce soit sur une scène de crime évidemment, mais aussi pour des tests de paternité ou pour identifier des ossements anciens. Donc, je vous donne un exemple. On a trouvé un crâne dans un stationnement en Angleterre il y a quelques années. Et ce crâne-là, on se doutait qu'il appartenait probablement à un roi. Donc, suite à différentes expertises, ce qui a vraiment déterminé que c'était probablement en effet le crâne de ce roi-là, c'est qu'ils ont comparé une séquence d'ADN du crâne avec une séquence d'ADN d'un descendant de ce roi-là. Et on a pu dire qu'il y avait des très grandes similitudes et donc probablement que ce crâne-là appartenait réellement à ce roi-là. Donc, ça a des attributs vraiment intéressants. Par contre, ça suscite aussi des questionnements d'ordre éthique qui sont indéniables. Par exemple, on peut parler des excès de l'eugénisme. Où s'arrêtent les droits des enfants et où commence la liberté des parents? On a vu certaines populations, par le passé, qui ont voulu avantager certains éléments. Donc, par exemple, en rapetissant les pieds, en avantageant un sexe par rapport à l'autre, ou en voulant, par exemple, avoir des blonds aux yeux bleus. Et donc, c'est vraiment un problème. Où s'arrête le droit des enfants? Est-ce qu'on pourrait, avec une séquence d'ADN, être capable de déterminer, par exemple, que le rejeton va avoir, je ne sais pas moi, les cheveux blonds, et à ce moment-là, que les parents procèdent à un avortement parce que les cheveux soient blonds? Il y a un problème d'ordre éthique sous-jacent à ça. On peut aussi parler du brevetage des gènes. Donc, lorsqu'on découvre des séquences d'ADN intéressantes qui ont des applications, eh bien, on peut les breveter. Mais ce brevet-là peut évidemment engendrer des retards dans les diagnostics et le dépistage de certaines maladies parce que les redevances qu'on doit payer par rapport à l'utilisation de certaines séquences peuvent créer un frein au niveau de la recherche scientifique. Et si on veut simplement pas le dire, donc, on veut aussi protéger nos informations personnelles. Eh bien, j'imagine qu'éventuellement, on va vouloir aussi protéger nos séquences d'ADN, donc de protéger notre bagage génétique. Donc, il y a des éléments parfois qui peuvent être problématiques avec le génie génétique. Génétique, on en a beaucoup qui sont liés justement au séquençage d'ADN et par la suite à la modification de ce séquençage-là. Et on va en avoir une en ce moment qui s'appelle la transgénèse parce qu'on va pouvoir vous expliquer plus précisément comment ça fonctionne. La première étape, évidemment, c'est d'identifier la séquence d'ADN qui nous intéresse et d'aller la séparer du reste. Donc, pour ça, on va utiliser une enzyme de restriction qui va nous permettre de briser le lien d'ADN plutôt et d'en tirer la séquence souhaitée. Donc, comme je l'ai dit, le premier élément, c'est d'identifier et par la suite d'extraire la séquence. Par la suite, cette séquence-là, on ne la laissera pas là, on va aller la placer dans un brin d'ADN particulier. Là s'appelle la plasmide. Donc, on va l'insérer à l'intérieur de la plasmide. La plasmide est généralement de forme circulaire. Donc, on va le placer à l'intérieur et on va aller placer cette plasmide-là à un endroit où elle va pouvoir se reproduire. Et qu'est-ce qui se reproduit mieux qu'une bactérie? Donc, on va pouvoir placer la plasmide à l'intérieur de la bactérie et c'est cette cellule hôte-là qui va se multiplier à l'intérieur d'un bioréacteur. Donc, je vais avoir plusieurs bactéries qui vont produire une grande quantité de protéines. Et on utilise donc ces protéines-là pour faire différents éléments. Donc, par exemple, des médicaments pour différentes maladies. Donc, à partir de là, on va pouvoir utiliser les bactéries comme usine à protéines pour produire nos médicaments.
Dans la nature, on a la reproduction qu'on connaît bien, qui est la reproduction sexuée, où on a un organisme, généralement on parle de l'homme et de la femme, ou du mâle et de la femelle, qui vont pouvoir s'unir ensemble pour former un organisme qui va porter une partie du bagage génétique euh, de, du gamète mâle et une partie du code génétique de la gamète femelle. Par contre, il y a un deuxième type de reproduction qui existe, qui est la reproduction asexuée. La reproduction asexuée permet de reproduire des clones, donc des éléments identiques à un autre organisme. Et ça, pas besoin d'être dans un laboratoire pour le faire. C'est quelque chose qui se fait régulièrement dans la nature. Par exemple, les plantes fraises font régulièrement de la reproduction asexuée. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire des petites parties de plantes qu'on appelle des stolons, qui vont se former sur le bout d'une tige et qui vont aller se déposer sur le sol un peu plus loin. Par la suite, une fois fixé au sol, eh bien là, il va développer son réseau récitaire et donc va devenir un deuxième organisme différent du premier, mais évidemment qui comporte le même bagage génétique. Évidemment, la fraise fait aussi de la reproduction sexuée. Donc, les noyaux de fraises vont pouvoir devenir des nouveaux plants de fraises. Mais la reproduction asexuée existe aussi pour plusieurs plantes de cette façon-là. Et saviez-vous que c'est possible d'économiser en utilisant la reproduction asexuée? Les patates, les échalotes, les céleris, les ananas, la salade, donc c'est tous des éléments qu'on peut simplement ressemer à la maison et produire des nouveaux plants. En plantant la pleure de patate, en plantant la tête, si vous voulez, de l'ananas, ou en plantant les petits bouts qu'on jette toujours au compost, mais on peut les mettre au sol et ça va nous faire des nouvelles échalotes si on les laisse au soleil avec un peu d'eau dans la terre. Ça devient assez clair où est-ce que je m'en vais avec ça. Évidemment, on s'en va vers le clonage, qui est un autre domaine du génie génétique. Donc, le clonage, c'est une reproduction d'un gène, d'une cellule, d'un tissu ou d'un organisme. Ça nous permet de faire un paquet d'applications, comme des vaccins, ou de produire aussi des hormones de croissance. En utilisant les cellules souches embryonnaires, donc la cellule souche des embryons, on peut éventuellement, donc c'est très prometteur dans plusieurs domaines, dont entre autres le traitement de certaines maladies. Mais attention, tout comme j'en ai parlé plus tôt, au niveau du clonage, il y a aussi des éléments sur le plan éthique qui éveillent des questionnements. Au Canada, c'est interdit de faire, dans le fond, de faire du clonage pour des fonctions reproductives. Donc, on n'aura pas une Dolly humaine. Si vous connaissez Dolly, c'est la brebis qui avait été clonée en Angleterre. Eh bien, on n'aura pas une Dolly humaine avant un sérieux bout de temps ici au Canada. C'est aussi interdit au Canada de faire du clonage pour des fins thérapeutiques. Autrement dit, on ne peut pas se faire un corps réserve à organes dans lequel on va pouvoir aller piger les organes si nos organes ne fonctionnent plus. Les avancées de génie génétique ont indiscutablement des avantages sur nos vies. On peut par exemple produire des nouveaux vaccins, produire des nouvelles protéines ou produire des nouveaux médicaments grâce au génie génétique. On peut aussi commencer à rêver à faire des greffes animales, donc prendre des organes d'animaux pour pouvoir les greffer à des organismes humains. On peut aussi traiter certaines maladies, donc certains cancers, en modifiant le système immunitaire. On peut aussi passer aux avantages sur les autres organismes, entre autres sur les grâce aux OGM, qui nous permettent un paquet d'éléments pour réduire nos terres agricoles et réduire l'utilisation d'engrais ou d'insecticides. Par exemple, si on rend un aliment moins vulnérable à un type d'insecte, eh bien, on va avoir besoin de moins d'insecticides, donc avoir un moins grand impact au niveau de l'environnement. On peut aussi ralentir le mûrissement de certains aliments, enrichir la valeur nutritive de certains aliments, produire plus gros, donc réduire notre quantité de terre agricole nécessaire, augmenter la production de lait chez les vaches grâce à certaines hormones de croissance, et on peut aussi réduire le potentiel allergène de certains aliments. Donc, indéniablement, il y a des avantages.
Mais attention, c'est important de voir aussi l'envers de la médaille. Le génie génétique apporte des importantes questions d'ordre éthique. Par exemple, est-ce qu'éventuellement on pourrait se retrouver dans une situation où on pourrait faire des espèces de chirurgie plastique génétique pour pouvoir choisir quel phénotype va avoir notre enfant? Ce qui fait aucun sens en fait. On pourrait aussi se poser des questions d'ordre éthique dans la question où est-ce qu'on peut élever des animaux simplement pour traiter des humains et en faire des espèces de réservoirs à organes, ce qu'on ne voulait pas faire pour les humains, mais on le ferait pour les animaux. Au niveau des autres organismes, il y a aussi des problèmes éthiques qui sont soulevés par le génie génétique. Par exemple, comment on peut prévoir l'imprévu? Autrement dit, si on, par exemple, si on fait la culture d'un OGM qui produit une toxine capable de réduire sa vulnérabilité à un insecte, ben comment s'assurer que cette toxine-là n'ait pas un impact sur l'organisme humain? Et là, vous me voyez venir, si ça a un impact, le consommateur doit absolument avoir le choix de ce qu'il va mettre dans son assiette. Donc, est-ce que l'étiquetage va suivre aussi bien qu'elle devrait l'être? Donc, est-ce que l'étiquetage, est-ce que tous les éléments OGM sont toujours identifiés sur les tablettes? Et est-ce qu'il peut y avoir des contaminations aussi? Donc, autrement dit, le pollen voyage. Le pollen qui vient d'un champ où il y a des OGM pourrait-il se retrouver dans le champ voisin où il n'y a pas d'OGM? Comment faire aussi si l'insecte devient tolérant? Donc, dans l'exemple que j'avais donné tantôt, par rapport à un aliment qui produit une toxine, bien, évidemment, si la toxine est de plus en plus dommageable pour l'insecte, elle a plus de risques aussi pour l'être humain. Et il y a une importance au niveau de la biodiversité. Donc, autrement dit, si on fait la monoculture d'un organisme rempli d'OGM, ben, s'il advenait par exemple qu'un parasite survienne, on a vu c'était quoi l'importance d'avoir une diversité génétique. Eh bien, ces grosses monocultures-là, il n'y a pas beaucoup de diversité génétique à l'intérieur. Donc, si on se retrouve à avoir une maladie qui affecte ces plantes-là, elle va affecter l'ensemble des plantes et donc risque de créer une famine mondiale, advenant le cas que ce soit une plante qui soit comme le blé ou le maïs, qui est très, très, très utilisé au niveau de notre alimentation. Donc, ce sont vraiment des questions importantes qu'on doit garder en tête lorsqu'on parle de génie génétique. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.